Jake Morrison s'arrêta brusquement sur le sentier, sa lampe de poche tremblant dans ses mains. Au fond du puits caché, quelque chose de blanchâtre brillait contre la terre sombre. « Centrale, ici le garde Morrison », chuchota-t-il dans la radio, sa voix tendue. « J'ai trouvé quelque chose sur le sentier de l'ours. Cela semble être des os humains. » Son cœur fit un bond quand il réalisa la terrible vérité. Ce n'était pas seulement un squelette. Il y avait plusieurs ensembles d'os là-bas en bas, certains trop petits pour être d'adultes. « Combien penses-tu qu'il y en a » demanda la voix à la radio. Jake avala difficilement, regardant la scène macabre. « Au moins 5, et certains sont définitivement d'enfants. » 12 ans de silence dans les montagnes étaient sur le point de révéler un secret pour lequel personne n'était préparé. Le soleil matinal filtrait à travers les épaisses cimes des pins quand Jake Morrison ajusta son sac à dos et commença sa marche de routine sur les sentiers du Pine Ridge State Park, Colorado. C'était un mardi matin typique de septembre 2005 et Jake, 45 ans, avait été garde forestier pendant plus de 2 décennies. Il connaissait chaque sentier, chaque pierre, chaque arbre de ces montagnes comme sa poche. La brise matinale portait l'arôme familier de pins et de terre humide, tandis que Jake suivait le sentier de l'ours, un parcours qu'il empruntait chaque semaine pour vérifier les signes d'érosion et d'activité animale. La radio à sa ceinture grésillait occasionnellement avec des communications d'autres gardes, mais la matinée était tranquille. Il s'arrêta près d'un affleurement rocheux pour vérifier ses notes quand quelque chose attira son attention. Environ 50 mètres plus loin, à demi caché par une végétation dense, il y avait une dépression circulaire dans le terrain qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Jake fronça les sourcils. Après 22 ans de travail dans cette zone, il était impossible qu'il ait manqué une formation géologique si évidente. S'approchant prudemment, Jake réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. C'était un puits, d'environ 3 mètres de diamètre, entouré de pierres disposées irrégulièrement. L'ouverture était partiellement couverte de branches tombées et de feuilles accumulées au fil des ans, ce qui expliquait pourquoi elle était passée inaperçue. Jake enleva soigneusement les débris de la surface et éclaira l'intérieur avec sa lampe de poche. Le faisceau de lumière révéla que le puits avait environ 4 mètres de profondeur. Au fond, quelque chose de blanchâtre contrastait avec la terre sombre. Son cœur fit un bond quand il réalisa ce qu'il voyait. Des os, définitivement des os humains. Avec des mains tremblantes, Jake prit sa radio. « Centrale, ici le garde Morrison. J'ai besoin de soutien immédiat sur le sentier de l'ours, kilomètre 7. J'ai trouvé ce qui semble être des restes mortels humains dans un puits abandonné. » La voix du répartiteur arriva par la radio. « Reçu, Morrison. Maintenez la zone isolée. Équipe d'investigation en route. » En attendant, Jake ne pouvait s'empêcher de regarder le puits. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette découverte. Ce n'était pas seulement la présence des os, mais la façon dont ils étaient disposés. Même à distance, il pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'un seul squelette. Il y avait plusieurs ensembles d'os, certains trop petits pour être d'adultes. Des enfants. Il y avait des enfants là-bas en bas. Jake s'éloigna du puits et s'appuya contre un arbre proche, essayant de traiter la découverte. Dans toutes ces années comme garde forestier, il avait trouvé beaucoup de choses dans les montagnes. Des animaux blessés, des randonneurs perdus, même quelques accidents mortels. Mais jamais quelque chose comme ça. Jamais de multiples victimes, surtout des enfants, dans un endroit si reculé et apparemment intentionnel. Le bruit de moteur qui s'approchait ramena Jake à la réalité. En quelques minutes, le sentier paisible de montagne se transforma en une scène de crime active. Le shérif David Chen arriva en premier, suivi par l'équipe médico-légale du comté et 2 détectives de la ville voisine de Ridgeview. « Jake », salua le shérif Chen, un homme d'âge moyen que Jake connaissait depuis des années. « Dis-moi ce que tu as trouvé. » Jake raconta sa découverte en détail, de la marche de routine au moment où il découvrit les os. Pendant qu'il parlait, il observa l'expression de Chen devenir de plus en plus sombre. « Combien de corps penses-tu qu'il y a là-bas en bas » demanda Chen. « Difficile à dire avec certitude, » répondit Jake. « Mais d'après les os que je pouvais voir, je dirais au moins 4 ou 5, et certains sont définitivement d'enfants. » Le docteur Patricia Wells, le médecin légiste du comté, s'approcha du puits avec son équipement. C'était une femme méthodique dans la cinquantaine, connue pour sa précision et son attention aux détails. Après une analyse préliminaire,
Elle confirma les soupçons de Jake. « Nous avons au moins 5 individus ici », annonça-t-elle à l'équipe rassemblée. 3 d'entre eux semblent être des enfants ou des adolescents, basés sur la taille des os. La décomposition est avancée, suggérant qu'ils sont ici depuis de nombreuses années. Le détective Marcus Rodriguez, un homme grand et mince avec de l'expérience dans les affaires de personnes disparues, prit la direction de l'enquête. « Dr. Wells, combien de temps estimez-vous que ces restes sont ici ?» « Difficile à préciser sans une analyse plus détaillée, répondit-elle. Mais d'après l'état des os et considérant le climat de la région, je dirais entre 10 et 15 ans. Jake sentit un frisson froid. 10 à 15 ans. Cela le ramenait au début des années 1990. Il essaya de se rappeler d'un cas de personnes disparues dans la région pendant cette période, mais rien de spécifique ne lui vint à l'esprit. « Nous devrons creuser soigneusement, continua le docteur Wells. Il y a des preuves que les corps ont été placés ici intentionnellement. Ce n'était pas un accident. Rodriguez se tourna vers Jake. « Tu connais bien cette zone. As-tu déjà vu ce puits avant ?»« Jamais, » répondit Jake avec emphase, « et je parcours ces sentiers depuis plus de 20 ans. S'il avait été visible, je l'aurais remarqué. »« Donc quelqu'un s'est donné la peine de le cacher, » observa Chen. « La question est qui et pourquoi ?» Pendant que l'équipe médico-légale commençait le processus méthodique d'excavation, Jake ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait à jamais l'histoire de ces montagnes. Et, d'une certaine façon, il savait que les os dans le puits n'étaient que le début. 3 jours après la découverte, la petite ville de Ridgeview bouillonnait de rumeurs et de spéculations. La nouvelle des os trouvés dans Pine Ridge Park s'était répandue rapidement et les résidents locaux ne parlaient de rien d'autre. Au café de Main Street, dans les files du supermarché, dans les conversations de couloir de l'école, tout le monde avait une théorie sur ce qui s'était passé dans ces montagnes. Le détective Marcus Rodriguez était dans son bureau au poste de police, entouré de piles de vieux dossiers et de rapports de personnes disparues. Il avait passé les 2 derniers jours à réviser tous les cas non résolus de la région des 15 dernières années, cherchant tout indice qui pourrait relier les restes mortels trouvés dans le puits. Le docteur Patricia Wells avait confirmé que les os appartenaient à 5 individus, 2 adultes et 3 mineurs. L'analyse initiale suggérait qu'ils étaient morts environ 12 ans auparavant, ce qui situait les décès vers 1993. Mais il n'y avait encore aucune identification positive ou cause de décès déterminée. Rodriguez s'arrêta sur un dossier daté d'octobre 1993. Le rapport concernait un groupe de scouts qui avait disparu lors d'un camping dans Pine Ridge Park. L'affaire était restée ouverte pendant des années, jamais résolue. Ses yeux s'illuminèrent quand il lut les détails. Le groupe Scout Troop 247 de Ridgeview était parti pour un camping de week-end dans les montagnes, le 15 octobre 1993. Le groupe était composé de 3 garçons de 12 à 14 ans et 2 leaders adultes. Ils devaient revenir le dimanche après-midi, mais n'arrivèrent jamais au point de rendez-vous. Les recherches durèrent des semaines, impliquant des centaines de volontaires, des équipes de secours, des hélicoptères et des chiens de recherche. Aucune trace du groupe ne fut trouvée. Il n'y avait pas de signe d'accident. Aucun équipement abandonné ne fut trouvé. Aucun indice sur ce qui leur était arrivé. C'était comme s'ils avaient simplement disparu de la surface de la Terre. Rodriguez étudia les photos des disparus. Tommy Henderson, 12 ans, Kevin Murray, 13 ans, David Santos, 14 ans, Michael Patterson, 38 ans, leader de la troupe, et James Wheeler, 42 ans, père de Tommy et leader assistant. 3 enfants, 2 adultes, murmura Rodriguez pour lui-même. Même composition que les os trouvés. Il appela le shérif Chen pour partager sa découverte. Chen examina le dossier avec un intérêt croissant. « Je me souviens de cette affaire, » dit Chen. « J'étais jeune à l'époque. Je venais d'entrer dans la police. Ce fut l'une des recherches les plus étendues que nous ayons jamais vues ici. Toute la communauté s'était mobilisée. « Que penses-tu de la possibilité que ces os soient du groupe Scout ?» demanda Rodriguez. Chen hocha la tête gravement. « Les preuves sont trop coïncidentes pour les ignorer. 5 personnes, même composition d'âge, disparues dans la même zone où les os ont été trouvés, à la même époque indiquée par l'analyse médico-légale. « Je dois parler aux familles, » dit Rodriguez. « Si c'est vraiment eux, les familles méritent de connaître la vérité après toutes ces années. » Le premier arrêt de Rodriguez fut la maison de Margaret Henderson, la mère de Tommy.
Elle vivait dans une maison simple dans la banlieue de Ridgeview, le même endroit où elle avait élevé Tommy seule après le divorce. À 58 ans, Margaret travaillait comme secrétaire à l'école locale et n'avait jamais perdu l'espoir que son fils puisse être vivant quelque part. Quand Rodriguez sonna à la porte, Margaret ouvrit avec une expression prudente. Elle avait traversé beaucoup de faux espoirs au fil des années et avait appris à être sceptique concernant les visites inattendues de la police. « Madame Henderson, je suis le détective Rodriguez. Nous aimerions vous parler de votre fils Tommy. » Margaret l'invita à entrer, le conduisant au salon. Les murs étaient recouverts de photos de Tommy à différents âges, incluant plusieurs de lui en uniforme scout. La maison avait un air préservé, comme si Margaret avait gardé tout exactement comme c'était quand Tommy disparut. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda Margaret, sa voix mêlant espoir et peur. Rodriguez expliqua la découverte dans le parc et la possible connexion avec la disparition du groupe scout. Il observa Margaret attentivement, voyant les émotions traverser son visage, choc, douleur et, étrangement, une sorte de soulagement. « Donc il est vraiment mort », dit-elle doucement, les larmes commençant à couler sur ses joues. Toutes ces années, je me suis demandé, imaginant s'il souffrait quelque part, s'il essayait de rentrer à la maison. Au moins maintenant, je peux savoir. Nous n'avons pas encore de confirmation définitive, clarifia Rodriguez. Nous aurons besoin de tests ADN pour une identification positive, mais nous aimerions votre permission pour recueillir un échantillon pour comparaison. Margaret hocha la tête. Certainement n'importe quoi pour avoir enfin une certitude. Pendant qu'il recueillait l'échantillon de salive, Margaret commença à parler des derniers jours avant le camping. Tommy était si excité, se rappela-t-elle. Il venait juste d'obtenir son badge d'orientation et était impatient d'utiliser ses nouvelles compétences dans la nature. Michael Patterson, le leader de la troupe, dit que ce serait un camping spécial, qu'ils iraient dans une zone qu'ils n'avaient jamais explorée auparavant. « Vous souvenez-vous où exactement ils allaient recamper ?» demanda Rodriguez. « Seulement que c'était quelque part dans Pine Ridge Park. Michael dit qu'il connaissait un endroit parfait, loin des sentiers principaux, où les garçons pourraient avoir une vraie expérience de nature sauvage. » Rodriguez prit des notes mentales. Un endroit loin des sentiers principaux expliquerait pourquoi le groupe ne fut jamais trouvé pendant les recherches originales. Ces visites suivantes furent aux familles Murray et Santos. Kevin Murray avait été fils unique de parents plus âgés qui étaient déjà morts dans les années suivant la disparition. David Santos était le plus âgé du groupe, fils d'immigrants mexicains qui vivaient encore en ville. Carmen Santos, la mère de David, reçut la nouvelle avec un mélange de douleur renouvelée et de gratitude. « 12 ans, murmura-t-elle. 12 ans sans savoir. Mon David était un bon garçon, aidait toujours les autres. Il ne méritait pas de mourir si jeune. » Les entretiens avec les familles révélèrent un schéma intéressant. Tous les garçons étaient décrits comme responsables, aventureux et expérimentés dans les activités de plein air. Aucun n'avait d'antécédent de créer des problèmes ou de prendre des décisions dangereuses. Cela rendait encore plus mystérieux pourquoi 5 personnes expérimentées avaient simplement disparu sans laisser de traces. Quand Rodriguez revint au bureau cet après-midi-là, il trouva un message du Dr. Wells. L'analyse préliminaire des os avait révélé quelque chose de troublant, des preuves de trauma sur les squelettes. Ce n'était pas une mort naturelle ou accidentelle. Quelqu'un avait intentionnellement tué le groupe scout, puis caché les corps dans le puits caché dans les montagnes. La question maintenant était qui et pourquoi. La révélation que les os montraient des preuves de trauma changea complètement la nature de l'enquête. Ce qui avait commencé comme un possible cas de personnes disparues se transforma en une enquête d'homicides multiples. Le détective Rodriguez convoqua une réunion d'urgence avec toute l'équipe impliquée dans l'affaire. Dans la salle de conférence du poste, le docteur Patricia Wells présenta ses découvertes médico-légales préliminaires à Rodriguez, au shérif Chen et à 2 agents fédéraux qui avaient été appelés à cause de la nature complexe de l'affaire. « Ce que je peux confirmer jusqu'à présent, commença le docteur Wells, c'est que nous avons 5 individus, 3 mineurs entre 12-14 ans et 2 adultes dans la tranche 35-45 ans. Tous montrèrent des signes de trauma contondants dans la région crânienne, cohérents avec des coups d'objets lourds. Elle pointa des photographies détaillées des crânes trouvés. Les fractures sont étendues et certainement fatales. Il n'y a pas eu de temps pour la guérison,
indiquant que les décès furent presque instantanés. L'agent fédéral Sarah Kim, une vétérane des affaires d'homicide en série, étudia attentivement les preuves. La disposition des corps dans le puits suggère une planification. Quelqu'un savait où les mettre pour qu'ils ne soient pas trouvés. Ce qui m'intrigue le plus, ajouta Rodriguez, c'est comment 5 personnes expérimentées dans les activités de plein air furent surprises de cette façon. Les leaders adultes étaient des vétérans, connaissaient la région. Chen feuilleta le dossier original de l'affaire. Peut-être que la réponse se trouve dans les détails du camping que nous n'avons pas enquêté adéquatement à l'époque. Rodriguez décida de revisiter tous les aspects de la disparition originale. Il commença en interviewant des personnes qui avaient participé aux recherches en 1993, incluant d'autres membres de la troupe Scout 247 qui ne participèrent pas au camping fatal. Son premier arrêt fut la maison de Robert Bob Carlson, maintenant 62 ans, qui avait été le leader principal de la troupe 247 pendant plus de 15 ans. Bob avait pris sa retraite des scouts après la disparition, disant qu'il ne pouvait plus gérer la responsabilité. Bob reçut Rodriguez dans son atelier à l'arrière de la maison, où il restaurait des meubles anciens. C'était un homme corpulent, avec des mains calleuses et une expression perpétuellement sérieuse. « Je n'ai jamais pu me pardonner de ne pas être allé à ce camping, » dit Bob, ponçant méthodiquement une chaise en chêne. « Si j'avais été là, j'aurais peut-être pu protéger ces garçons. »« Pourquoi n'êtes-vous pas allé, monsieur Carlson ?» demanda Rodriguez. « Ma femme était malade, je devais rester à la maison pour m'occuper d'elle. Michael Patterson s'offrit pour diriger le camping. C'était un type fiable, expérimenté. James Wheeler était aussi solide comme un roc. » Bob arrêta de poncer et regarda Rodriguez. « Pensez-vous vraiment les avoir trouvés? Nous enquêtons sur cette possibilité. Pouvez-vous me parler de l'emplacement du camping? Comment fut-il choisi ?» Bob fronça les sourcils. C'était une des choses étranges. Michael dit qu'il avait trouvé un endroit parfait, loin des sentiers principaux. Un endroit où les garçons pourraient avoir une expérience plus authentique dans la nature, mais il n'avait jamais mentionné cet endroit auparavant. A-t-il décrit l'endroit d'une façon quelconque? Il dit seulement que c'était près d'une formation rocheuse distinctive, avec une source d'eau à proximité. Il dit que c'était sûr, mais privé. Bob secoua la tête. J'aurais dû insister pour voir l'endroit d'abord. Je n'aurais jamais dû les laisser aller dans un endroit non cartographié. Rodriguez prit ses notes, puis demanda au sujet des autres participants. Michael Patterson et James Wheeler. Comment se connaissaient-ils? Michael était avec nous depuis environ 3 ans. Il était nouveau en ville, venait de Chicago si je ne me trompe pas. Travaillait comme comptable. James était le père de Tommy Anderson, était impliqué depuis seulement quelques mois mais était très dévoué. Était-il ami en dehors des scouts? Bob considéra la question. Pas beaucoup que je sache. Michael était plus réservé, un peu solitaire. James était plus sociable, mais il semblait bien s'entendre pendant les activités de la troupe. Rodriguez quitta Bob et se dirigea vers le cimetière local, où Michael Patterson était enterré. Il y avait eu un petit service commémoratif pour lui et les autres en 1995, 2 ans après la disparition, quand ils furent légalement déclarés morts. Au cimetière, Rodriguez rencontra une femme d'âge moyen qui plaçait des fleurs au mémorial. Elle se présenta comme Linda Patterson, la veuve de Michael. « Je viens ici chaque mois », expliqua Linda, arrangeant soigneusement les fleurs. Même en sachant qu'il n'est pas vraiment ici, c'était juste la façon dont je pouvais rester connecté. Rodriguez expliqua la découverte et les possibles connexions. Linda écouta en silence, les larmes coulant sur ses joues. « Donc ils sont vraiment morts ?» dit-elle finalement. « Toutes ces années, je me suis demandé si Michael avait abandonné notre famille, s'il s'était enfui avec les garçons pour quelque raison folle. Au moins, maintenant je sais qu'il n'a pas choisi de me quitter. » Madame Patterson, votre mari a-t-il discuté de l'emplacement du camping avec vous? Il était très excité à ce sujet. Il dit qu'il avait trouvé l'endroit parfait lors d'une de ses marches solitaires. Michael aimait explorer les montagnes seul les week-ends. C'était sa façon de se détendre. Avait-il l'habitude d'aller en montagne seul? Oh oui, depuis qu'on a déménagé à Ridgeview. Il a grandi en ville et est devenu fasciné par les montagnes. Au moins une fois par mois, il faisait une longue marche, parfois campait seul. Rodriguez sentit quelque chose bouger à l'arrière de son esprit. Dans ses marches solitaires, rencontrait-il d'autres personnes, d'autres campeurs ou randonneurs? Linda réfléchit un moment.
Parfois, il mentionnait rencontrer d'autres aventuriers. Il disait que la plupart des endroits reculés n'étaient reconnus que par les locaux plus expérimentés. Il y avait tout un réseau informel de gens qui connaissaient les meilleurs endroits cachés. A-t-il mentionné des noms spécifiques de ces personnes? Pas que je me souvienne. Michael n'était pas du genre à parler beaucoup des détails personnels des autres. Mais il mentionna une fois qu'il y avait un homme qui connaissait les montagnes mieux que quiconque, quelqu'un qui vivait là depuis des décennies. Rodriguez fit une note mentale. Quelqu'un qui vivait dans les montagnes depuis des décennies et connaissait tous les endroits cachés serait exactement le type de personne qui saurait où cacher 5 corps sans qu'ils soient trouvés. Quand Rodriguez revint au poste, il trouva un message du Dr Wells. Les tests ADN préliminaires avaient confirmé. Les os trouvés dans le puits étaient définitivement du groupe scout disparu. Tommy Henderson, Kevin Murray, David Santos, Michael Patterson et James Wheeler avaient été trouvés après 12 ans. Maintenant, la vraie enquête commencerait. Rodriguez savait que quelque part dans les montagnes, il y avait quelqu'un qui savait exactement ce qui s'était passé cette nuit d'octobre 1993. Et il ne se reposerait pas jusqu'à ce qu'il trouve cette personne. La confirmation de l'identité des victimes apporta un mélange de clôture et de douleur renouvelée pour les familles. Mais pour le détective Rodriguez, cela signifiait que la vraie enquête venait juste de commencer. Avec 5 homicides confirmés et une affaire froide de 12 ans, il savait qu'il avait besoin d'une approche méthodique pour découvrir la vérité. Rodriguez décida de se concentrer sur la figure mystérieuse que Linda Patterson avait mentionnée, quelqu'un qui connaissait intimement les montagnes et avait interagi avec Michael lors de ses marches solitaires. Il retourna à Pine Ridge Park, cette fois accompagné du garde forestier Jake Morrison. « Jake, tu as mentionné que tu travailles ici depuis plus de 20 ans, » dit Rodriguez en marchant sur le sentier principal. « Connais-tu d'autres vétérans de la région, des gens qui passent beaucoup de temps dans les montagnes ?» Jake considéra la question en marchant. « Il y a quelques locaux que je connais. Il y a Bill Hendricks. Il a une cabane à environ 15 km d'ici, vit pratiquement isolé depuis au moins 25 ans. Et il y a Tom Graves, retraité qui fait des marches religieuses presque tous les jours. Parle-moi de Bill Hendricks. C'est un type étrange, admit Jake. Ex-militaire, est arrivé ici à la fin des années 80, a acheté une propriété isolée et a pratiquement coupé le contact avec le monde. Je le vois de temps en temps sur les sentiers, mais il n'est pas très sociable. Rodriguez sentit son instinct d'enquêteur s'activer. Quel genre d'ex-militaire? Je ne suis pas sûr des détails, mais d'après les commentaires que j'ai entendus en ville, je pense qu'il a servi au Vietnam. Il est revenu un peu traumatisé, le genre qui préfère vivre loin des gens. Ils décidèrent de rendre visite à Bill Hendricks. La propriété était au bout d'un chemin de terre mal entretenu, entouré d'arbres denses. La cabane était rustique, mais bien entretenue, avec un vieux pick-up garé devant. Rodriguez frappa à la porte et attendit. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit révélant un homme mince d'environ 60 ans, avec de longs cheveux gris et une barbe non rasée. Ses yeux étaient intenses et méfiants. « Puis-je vous aider ?» demanda Bill d'une voix rauque. Rodriguez s'identifia et expliqua l'enquête. Il observa attentivement la réaction de Bill quand il mentionna le groupe scout disparu. « Des scouts ?» Bill fronça les sourcils. « Oui, je me souviens quand ils ont disparu. Beaucoup d'agitation à l'époque, mais je n'ai rien à voir avec ça. Monsieur Hendricks, avez-vous jamais rencontré Michael Patterson lors de vos marches? Il explorait souvent la région seul. » Bill hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Peut-être. Je rencontre beaucoup de gens sur les sentiers au fil des années. Je ne me souviens pas de noms spécifiques. » Jake intervint. « Bill, connais-tu un vieux puits près du sentier de l'ours? C'est là qu'on a trouvé les os. » La réaction de Bill fut immédiate et révélatrice. Ses yeux s'élargirent momentanément avant qu'il se ressaisisse. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Rodriguez échangea un regard avec Jake. La réaction de Bill avait été claire. Il connaissait certainement le puits. « Monsieur Hendricks, nous aimerions que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions au poste. C'est la procédure standard quand nous enquêtons sur de vieilles affaires. Suis-je en état d'arrestation ?» demanda Bill, sa posture devenant défensive. « Pas en ce moment. Nous aimerions juste parler dans un environnement plus formel. » Bill accepta à contre-cœur et suivit Rodriguez et Jake en ville dans son pick-up. Au poste, Rodriguez le conduisit dans une salle d'interrogatoire équipée de caméras vidéo.
Monsieur Hendricks, pour le dossier, pouvez-vous confirmer votre nom complet et votre adresse? William Robert Hendricks, 47 Fox Trail Road, Pine Ridge. Depuis combien de temps vivez-vous sur la propriété? 17 ans, je l'ai acheté en 1988. Rodriguez ouvrit une carte topographique de la région et la posa sur la table. Pouvez-vous nous montrer où se trouve votre propriété par rapport à l'endroit où les os ont été trouvés? Bill étudia la carte et pointa sa propriété, puis la zone générale où le puits avait été découvert. Rodriguez nota que les emplacements étaient relativement proches, environ 5 km par les sentiers de montagne. Cette proximité signifie que vous connaissez probablement bien la zone où le puits a été trouvé. Je connais la région, oui, mais il y a beaucoup d'endroits dans les montagnes que je n'explore pas. Je préfère laisser certaines zones intactes. Rodriguez changea de tactique. Monsieur Hendricks, quelle est votre expérience militaire? Bill se raidit. J'ai servi au Vietnam de 1969 à 1971. Premier bataillon d'infanterie. Pourquoi est-ce pertinent? J'essaie juste de comprendre votre passé. Votre expérience militaire incluait-elle un entraînement de survie dans la nature? Certainement. Chaque soldat d'infanterie apprenait les tactiques de survie. Et après le service militaire, qu'avez-vous fait avant de déménager à Pine Ridge? Bill hésita à nouveau. Différents emplois, rien de très stable. La transition de retour à la vie civile fut difficile. Rodriguez prit des notes puis sortit quelques photographies du dossier de l'affaire de 1993. Reconnaissez-vous quelqu'une de ces personnes? Il montra les photos de Michael Patterson, James Wheeler et les 3 garçons. Bill examina chaque photo attentivement, son expression restant neutre. « Celui-ci, dit-il, pointant la photo de Michael Patterson. Je pense l'avoir vu sur les sentiers quelquefois, mais nous n'avons pas beaucoup parlé. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je ne me souviens pas exactement. C'était il y a de nombreuses années. » Rodriguez savait que Bill cachait quelque chose, mais n'avait pas encore assez de preuves pour le presser directement. Il décida d'essayer une approche différente. « Monsieur Hendricks, lors de vos marches dans la région, avez-vous jamais trouvé quelque chose d'inhabituel? Des équipements abandonnés, des endroits qui semblaient perturbés? Les montagnes sont pleines de choses laissées par les visiteurs, des détritus, des équipements cassés. Je les ramasse généralement quand je peux. Avez-vous jamais trouvé des équipements de camping abandonnés? Des tentes, des sacs à dos, ce genre de choses? » Bill resta silencieux pendant longtemps. Rodriguez pouvait voir qu'il luttait intérieurement avec quelque chose. « Cela a pu arriver, » admit finalement Bill. « Si c'est arrivé, je les aurais ramassés et jetés correctement. » Où jetez-vous ces objets? Il y a une décharge à environ 30 km d'ici, où parfois je brûle les objets organiques sur ma propriété. Rodriguez fit une note. Si Bill avait détruit des preuves, il serait difficile de le prouver maintenant, après 12 ans. L'interrogatoire continua pendant une autre heure, mais Bill s'en tint à ses réponses vagues et évasives. Rodriguez savait qu'il avait besoin de plus de preuves, avant de pouvoir accuser Bill de quoi que ce soit. Quand Bill fut libéré, Rodriguez demanda immédiatement un mandat de perquisition pour sa propriété. Il ordonna aussi une surveillance discrète. Si Bill était impliqué, il pourrait essayer de détruire des preuves restantes, maintenant qu'il savait qu'il était sous enquête. Ce soir-là, Rodriguez révisa toutes ses notes de l'interrogatoire. Bill Hendricks savait certainement plus qu'il n'admettait. La question était de savoir s'il était l'assassin ou s'il avait juste connaissance des crimes. De toute façon, Rodriguez était déterminé à découvrir la vérité, peu importe combien de temps cela prendrait. Le mandat de perquisition pour la propriété de Bill Hendricks fut approuvé le matin suivant. Rodriguez dirigea une équipe de 6 officiers et 2 techniciens judiciaires vers la cabane isolée au bout du chemin de terre. Ils arrivèrent à 6 heures du matin, trouvant Bill en train de nourrir des poules dans un petit poulailler derrière sa propriété. « Monsieur Hendricks, » annonça Rodriguez, montrant le document officiel, « nous avons un mandat pour perquisitionner votre propriété et résidence. » Bill regarda le document avec une expression résignée. « Faites ce que vous devez faire, » dit-il simplement, puis s'assit dans un fauteuil à bascule sur la véranda pour observer. La perquisition commença systématiquement. 2 officiers examinèrent l'intérieur de la cabane, tandis que d'autres fouillèrent les bâtiments extérieurs, un hangar à outils, le poulailler et un petit atelier où Bill réparait apparemment des équipements. Rodriguez se concentra sur le hangar à outils, où il trouva une collection impressionnante d'équipements de camping et d'alpinisme. Il y avait des sacs à dos de différentes tailles et époques, des lanternes, des cordes,
des équipements d'escalade et des dizaines de couteaux et haches organisés méthodiquement sur les murs. « Jésus-Christ !» marmonna l'officier Stevens en entrant dans le hangar. On dirait un arsenal de survie. Rodriguez examina l'équipement de plus près. Beaucoup d'objets semblaient bien utilisés et anciens, mais étaient impeccablement propres et organisés. Une étagère haute attira son attention. Elle était pleine de petits objets personnels, montres, portefeuilles, badges scouts, même quelques petits jouets. « Bill !» cria Rodriguez depuis la porte du hangar. « Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Bill s'approcha lentement, ses mains tremblant légèrement. Rodriguez pointa l'étagère d'objets personnels. « Pouvez-vous expliquer ces objets ?» Bill regarda l'étagère puis le sol. « Ce sont des choses que j'ai trouvées sur les sentiers au fil des années. Les gens perdent des affaires. » Rodriguez prit avec précaution un badge scout de l'étagère. C'était le badge d'orientation, exactement comme Margaret Henderson avait décrit que Tommy était fier d'avoir conquis. « Reconnaissez-vous ce badge spécifique ?» Bill avala difficilement. Les badges scouts se ressemblent tous. De l'autre côté du hangar, la technicienne judiciaire Lisa Chen fit une découverte encore plus troublante. « Détective Rodriguez, vous devez voir ceci. » Elle était agenouillée à côté d'une boîte en bois partiellement cachée derrière des outils de jardinage. Dans la boîte, il y avait des photographies, des dizaines d'entre elles, toutes montrant des gens qui campaient ou marchaient dans les montagnes. Mais ce qui rendait les photos sinistres était l'angle. Elles étaient toutes prises à distance, sans que les photographiés le sachent. Rodriguez feuilleta les photographies avec une alarme croissante. Il y avait des couples qui faisaient des randonnées, des familles qui campaient, des groupes d'amis dans les montagnes. Et au milieu de la pile, il trouva ce qu'il cherchait. Des photographies du groupe scout. Les photos montraient Michael Patterson montant une tente, les trois garçons ramassant du bois de chauffage, James Wheeler préparant un feu de camp. Toutes prises depuis une position cachée, comme si quelqu'un espionnait le groupe. « Bill, » dit Rodriguez, sa voix chargée d'autorité, « je pense qu'il est temps que vous nous disiez la vérité. » La contenance de Bill se brisa finalement. Il s'appuya contre le mur du hangar, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je ne voulais pas leur faire du mal, » murmura-t-il. « Ce n'était jamais mon intention. » Rodriguez lut à Bill ses droits à Miranda, puis l'escorta de nouveau au poste. Dans la salle d'interrogatoire, avec les caméras allumées et un défenseur public présent, Bill Hendricks commença finalement à raconter sa version des événements d'octobre 1993. « J'avais des problèmes, » commença Bill, ses mains tremblant légèrement. « Depuis le Vietnam, je ne pouvais plus me connecter avec les gens normalement. Vivre seul dans les montagnes m'aidait, mais parfois je me sentais si isolé que... » Il s'arrêta, respirant profondément avant de continuer. « J'ai commencé à observer les gens qui venaient dans les montagnes. Des familles heureuses, des amis qui s'amusaient. Je prenais des photos, je faisais semblant de faire partie de leur vie. C'était comme avoir une famille de substitution. » Rodriguez resta silencieux, permettant à Bill de continuer à son rythme. Michael Patterson a commencé à venir seul, environ 1 an avant le camping. Nous avons parlé quelques fois. Il semblait comprendre mon besoin de solitude. Il a même dit que je pourrais me joindre à lui pour quelques marches. Et le camping scout? Bill ferma les yeux. Michael m'a parlé du camping quelques semaines avant. Il a dit que ce serait spécial, que les garçons adoreraient l'endroit isolé. J'ai demandé si je pouvais observer de loin. Juste observer. Il a dit que ce serait dangereux, que les enfants pourraient être effrayés. Mais vous y êtes allé quand même? Oui, je les ai suivis jusqu'au site de camping. J'ai monté mon propre camp à environ 1 demi-kilomètre, où je pouvais les observer sans être vu. Rodriguez se pencha en avant. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit où ils sont morts? Bill commença à pleurer plus intensément. Je prenais des photos de leur camp après la tombée de la nuit. J'utilisais un flash très faible, pensant qu'ils ne le remarqueraient pas. Mais un des enfants, Tommy, m'a vu. Et alors? Il a crié qu'il y avait quelqu'un dans les bois. Michael et James sont arrivés en courant avec des lampes de poche. Ils m'ont trouvé avec l'appareil photo, avec toutes ces photos. Michael était furieux, a dit que j'étais un pervers dangereux, qu'ils allaient me livrer à la police. Bill s'arrêta pour se ressaisir. J'ai paniqué. J'ai commencé à les supplier de ne pas appeler la police. Je savais qu'avec mon historique militaire et les problèmes mentaux, je serais emprisonné longtemps. Peut-être pour toujours. Comment la situation a-t-elle dégénéré en violence? James essayait de calmer Michael.
disant que nous devions juste partir et oublier l'incident. Mais Michael était convaincu que j'étais dangereux, a dit qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un comme moi près des enfants. Bill avala difficilement. J'ai essayé de reprendre mon appareil photo pour détruire les photos. Michael a essayé de m'arrêter. Nous avons commencé à lutter. Je l'ai frappé avec une pierre. Je ne voulais pas le tuer, je voulais juste qu'il s'arrête. Et les autres? Quand Michael est tombé, James est venu après moi. Les garçons criaient, couraient dans toutes les directions. J'étais si effrayé, si confus. Je ne pouvais plus penser clairement. Rodriguez attendit patiemment pendant que Bill luttait pour trouver les mots. James a essayé de me plaquer. Nous sommes tombés, avons frappé sa tête contre une pierre. Les garçons couraient à travers les bois, criant à l'aide. Je savais que s'ils atteignaient le sentier principal, tout serait fini pour moi. Donc, vous les avez poursuivis. Bill hocha la tête misérablement. Je les ai rattrapés un par un. Tommy a trébuché sur une racine, est tombé et s'est cogné la tête. Kevin a essayé de se cacher derrière un arbre, mais je l'ai trouvé. David est allé le plus loin, presque jusqu'au sentier principal. Rodriguez sentit son estomac se retourner, mais maintint son expression professionnelle. Et après? Je suis entré en choc total. 5 personnes mortes à cause de moi. Je ne savais pas quoi faire, alors je les ai emmenés au puits. C'était un endroit que je connaissais depuis des années, complètement caché. J'ai pensé que personne ne les trouverait jamais là. Pourquoi avez-vous gardé leurs effets personnels? Bill regarda ses mains. Je ne sais pas. Peut-être c'était de la culpabilité. Peut-être c'était pour me rappeler ce que j'avais fait. Chaque objet me rappelait que j'avais détruit 5 familles. Rodriguez ferma son carnet. Après 12 ans, il avait finalement la vérité complète sur ce qui était arrivé au groupe scout. Ce n'était pas la conclusion qu'il attendait. Il n'y avait pas de méchant calculateur ou de conspiration complexe. Juste un homme profondément perturbé qui avait perdu le contrôle dans un moment de panique. « Monsieur Hendricks, comprenez-vous que vous serez accusé de 5 homicides ?» Bill hocha la tête. « Je sais. Et je comprends. J'ai détruit 5 vies et tourmenté 5 familles pendant 12 ans. Quel que soit le châtiment, je le mérite. » Pendant que Bill était formellement arrêté et poursuivi, Rodriguez ne pouvait s'empêcher de penser à la tragédie inutile de toute la situation. Si Bill avait cherché une aide adéquate pour ses problèmes de santé mentale, si Michael avait réagi avec moins de colère, si n'importe quel nombre de petites décisions avaient été différents, 5 personnes seraient encore vivantes. Mais au moins maintenant, les familles auraient des réponses, et Bill Hendricks ferait face à la justice pour les crimes qu'il avait commis 12 ans auparavant. 6 mois après l'arrestation de Bill Hendricks, la petite ville de Ridgeview se rassembla pour un service commémoratif longtemps attendu. L'église méthodiste locale était pleine, tandis qu'amis, familles et membres de la communauté se joignaient pour honorer enfin adéquatement les vies de Tommy Henderson, Kevin Murray, David Santos, Michael Patterson et James Wheeler. Le pasteur local, révérend Matthews, dirigea le service avec un message de pardon et de guérison. Nous ne nous rassemblons pas aujourd'hui seulement pour pleurer les vies perdues, il y a tant d'années, mais pour célébrer les souvenirs que nous portons, et pour commencer le processus de vraie guérison. Margaret Henderson était au premier rang, tenant une photo encadrée de Tommy dans son uniforme scout. À côté d'elle, Carmen Santos embrassait une image similaire de David. Linda Patterson avait voyagé de l'État voisin où elle vivait maintenant pour participer au service. Pendant son témoignage, Margaret parla d'une voix étranglée. « Pendant 12 ans, j'ai vécu dans l'espoir que Tommy pourrait rentrer à la maison. Découvrir la vérité fut dévastateur, mais apporta aussi une paix que je ne savais pas avoir besoin. Maintenant, je peux me souvenir de mon fils non comme un enfant perdu, mais comme le garçon courageux et bon qu'il était. » Le procès de Bill Hendricks avait été étonnamment rapide. Avec sa confession complète et les preuves physiques trouvées sur sa propriété, ses avocats négocièrent un plaidoyer de culpabilité pour éviter la peine de mort. Bill fut condamné à 5 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant sa déclaration finale au tribunal, Bill s'était adressé directement aux familles. « Je sais que mes mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, ne peuvent pas ramener vos proches. Mais je veux que vous sachiez que pendant toutes ces années, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à ce que j'ai fait. Je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. » Margaret Henderson avait décidé de rendre visite à Bill en prison 3 mois après sa condamnation. C'était quelque chose qu'elle sentait devoir faire pour trouver sa propre clôture.
Pourquoi as-tu gardé les photos ?» lui avait-elle demandé à travers la vitre de la salle de visite. « Pourquoi as-tu gardé ces effets personnels ?» Bill avait répondu avec des larmes dans les yeux. « Parce que même après avoir fait quelque chose de si terrible, je ne pouvais pas oublier qu'ils étaient de vraies personnes, avec des familles qui les aimaient. Garder ces choses était ma façon de me rappeler l'ampleur de ce que j'avais détruit. » Margaret était partie de cette visite avec un étrange type de paix. Bill n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé pendant toutes ces années d'incertitude. C'était un homme profondément malade, qui avait pris des décisions terribles dans un moment de panique. Le détective Rodriguez était aussi présent au service commémoratif. L'affaire avait profondément marqué sa carrière. C'était la première fois qu'il avait résolu une affaire froide si ancienne, et la complexité émotionnelle de la situation l'avait profondément affecté. Après le service, Rodriguez parla avec Jake Morrison, le garde forestier qui avait fait la découverte initiale. « Parfois je me demande, dit Jake, si j'aurais dû trouver ce puits plus tôt. 22 ans à travailler dans ces montagnes et je ne l'avais jamais remarqué. »« Tu ne peux pas te blâmer, » répondit Rodriguez. Bill connaissait ces montagnes mieux que quiconque et il choisit spécifiquement un endroit qu'il savait resterait caché. L'important, c'est que tu l'as trouvé quand il devait être trouvé. La découverte avait mené à quelques changements positifs dans la région. Pine Ridge Park avait implémenté de nouveaux protocoles de sécurité pour les campeurs, incluant un système d'enregistrement obligatoire pour tous les visiteurs. La troupe Scout 247 avait été reformée avec de nouveaux leaders et des protocoles de sécurité plus rigoureux. Linda Patterson avait établi une fondation en mémoire de son mari Michael pour fournir du soutien aux vétérans avec des problèmes de santé mentale. « Si Michael était encore vivant, dit-elle pendant le service commémoratif, il voudrait que quelque chose de positif sorte de cette tragédie. Carmen Santos avait utilisé sa douleur d'une façon différente, devenant une avocate pour les familles de personnes disparues. Elle travaillait avec le département de police pour s'assurer que les affaires froides ne soient pas oubliées. 3 ans après le procès, Rodriguez reçut une lettre de Bill Hendricks en prison. Bill participait à des programmes de santé mentale en prison et avait commencé à écrire ses mémoires, se concentrant sur son expérience au Vietnam et comment cela avait affecté sa capacité à former des relations normales. « Je sais que rien de ce que je fais ne peut compenser ce que j'ai enlevé au monde, » écrivit Bill. « Mais j'essaie d'utiliser mes années restantes pour comprendre comment j'en suis arrivé au point de faire quelque chose de si terrible, dans l'espoir que mon histoire puisse aider d'autres personnes qui luttent avec des problèmes similaires. » L'affaire avait enseigné à Rodriguez que la justice ne vient pas toujours sous la forme qu'on attend. Il n'y avait pas de vengeance satisfaisante ou de punition qui semblait adéquate pour 5 vies perdues. Mais il y avait la vérité, la clôture et la possibilité de guérison pour ceux qui restaient. 10 ans après la découverte dans le puits, Margaret Anderson visitait encore la tombe de Tommy chaque mois. Mais maintenant, ses visites étaient différentes. Au lieu de questions sans réponse et de douleurs inconsolables, elle apportait des histoires sur sa nouvelle petite-fille, qui ne connaîtrait jamais son oncle Tommy, mais grandirait en entendant parler du garçon courageux qui aimait les aventures dans la nature. « La vérité n'a pas ramené Tommy, » dirait Margaret des années plus tard, mais m'a donné la permission de me souvenir de lui avec joie plutôt qu'avec seulement de la tristesse. Et ça, à la fin, c'était tout ce dont j'avais vraiment besoin. Le puits dans Pine Ridge Park fut comblé et marqué avec une petite plaque commémorative. Aujourd'hui, les visiteurs qui marchent sur le sentier de l'ours trouvent un petit jardin du souvenir dédié aux 5 aventuriers qui perdirent leur vie trop tôt, mais dont les mémoires continuent d'inspirer d'autres à trouver beauté et aventure dans le monde naturel. L'histoire du groupe Scout disparu était arrivée à sa fin, non avec le type de justice que les familles avaient imaginé, mais avec la paix qui vient de connaître enfin la vérité, aussi douloureuse soit-elle.